Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. De « Toi aussi mon fils » à la prise du Sénat par l'empereur Palpatine, du Schtroumpfissime à Quai d'Orsay, de Baron Noir à The West Wing, les grands récits politiques ont toujours passionné les foules. Notre premier invité, Mathieu Sapin, est auteur de BD, scénariste et réalisateur pour le cinéma. Il a mis en image la campagne de François Hollande et son quinquennat et suivi l'arrivée d'Emmanuel Macron à son poste. Son film, Le Poulain, raconte le parcours d'un jeune assistant politique et son dernier documentaire, La Disparition, parle de celle du PS. Notre second invité, David Chauvel, est également auteur de bande dessinée et directeur de collection. On lui doit de très nombreux albums, mais plus récemment Les 5 Terres, dont il est l'initiateur et l'un des co-auteurs, une saga de fantaisie géopolitique qui mêle intrigue entre clans et lutte de pouvoir. On lui doit également Res Publica, un impressionnant album documentaire et pamphlétaire qui retrace 5 ans de lutte citoyenne contre le projet néolibéral du président Macron. Voilà donc deux auteurs au cœur du récit politique. Alors, qu'est-ce qui fait un bon récit politique ? Les politiciens actuels sont-ils de bons personnages ? Est-ce qu'il faut de grandes histoires pour faire nation ? Les auteurs peuvent-ils influer sur la société ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre avec nos invités dans ce nouvel épisode de La Machine à écrire. Je suis Mike Cessno. Et je suis Yannick Lejeune. Vive le podcast libre ! Je vous ai compris ! Bonjour David. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors dans notre podcast, on a une question récurrente qui sert d'intro, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Qui veut se lancer en premier ? Moi, j'ai pas de souci parce que en fait, je suis un fidèle auditeur du podcast, donc j'ai déjà eu l'occasion d'y réfléchir. Je vais pas mentir. Pour moi, c'est les personnages. Je veux dire, qu'est-ce qui reste du Seigneur des Anneaux ? C'est Gandalf, c'est Gollum, c'est Frodon. Qu'est-ce qui reste des Misérables ? C'est Gavroche, c'est Cosette, c'est Jean Valjean, et c'est toujours les personnages. En tout cas, pour moi, c'est toujours ça. Dans mon rapport avec les histoires, ça ne peut être que ça. Et toi, Mathieu ? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que, alors là, moi, depuis un moment maintenant, je raconte le réel, donc les personnages existent déjà. Mais auparavant, quand je faisais plus de la fiction, c'est vrai que j'avais d'abord des personnages en tête, et après je les faisais se rencontrer, et le jeu des contrastes faisait que l'histoire prenait corps. Pour cet épisode, on va parler du récit politique. Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon récit politique ? Les personnages. Les personnages politiques. Ben oui, mais c'est vrai. Qu'ils soient de fiction ou réels, de toute façon, c'est toujours ça. C'est toujours du drame humain ou de la comédie. Mais c'est pas vrai pour tout le monde, et c'est certainement pas vrai pour tous les gens qui écrivent. Il y a pas longtemps, j'ai fait une session de travail en commun avec 2 scénaristes. Et à un moment, on s'est mis à parler de ce sujet-là, et on s'est aperçu qu'on avait 3 réponses complètement différentes. Et moi, j'ai dit, c'est les personnages. Une des co-scénaristes a répondu, moi, c'est l'histoire. Et le troisième a répondu, moi, c'est le thème ou le sujet de l'histoire. Donc en fait, on avait vraiment 3 approches complètement différentes. Pour ce qui concerne la politique, moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre ce qui meut les personnes qui font de la politique, et surtout les personnes médiatisées. Enfin, je trouve que c'est un réservoir de personnages sans fin. Que quand on se met à observer le réel comme ça, il y a plein d'aspects saillants qui ressortent. De toute façon, si on parle du récit politique, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a toujours été en jeu, que ce soit dans les classiques, la tragédie grecque, ou chez Shakespeare, il y a beaucoup de pièces politiques, ou au XVIIe aussi. Donc moi, j'essayais aussi de regarder de ce côté-là, de voir comment cette matière-là reste toujours d'actualité. Et même si on prend Game of Thrones, par exemple, on n'est pas très loin. Enfin, je pense que les scénaristes de Game of Thrones, ils ont relu les pièces politiques de Shakespeare, par exemple. Ça me paraît évident. Et toi, qu'est-ce qui te décide quand tu fais campagne présidentielle ou le château ? Pourquoi tu y vas ? En tout premier lieu, j'y vais parce que l'occasion m'est donnée. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement du tout. J'avais un intérêt pour la politique, mais c'était pas quelque chose d'obsessionnel du tout. Je lisais très très vaguement la presse de temps en temps, mais le hasard des rencontres et des circonstances a fait que j'ai passé beaucoup de temps au journal Libération, faire une BD chez Champoint, journal d'un journal, et là j'ai commencé à observer en vrai la politique en train de se faire, et puis petit à petit par glissement, j'en suis arrivé à suivre la campagne présidentielle de 2012, et là c'était foutu parce que on se retrouve avec des personnages pour le coup
qui existent. Enfin, je parle de l'équipe de campagne, par exemple, avec toutes sortes de caractéristiques, d'aspects physiques, de problèmes particuliers, personnels, et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que tout le monde est supposé ramer dans le même sens pour atteindre un but qui est l'élection d'un candidat. Sauf que, évidemment, entre les personnes, il y a aussi de la politique entre les membres de l'équipe parce que il y a de la rivalité, il y a des conflits, mais aussi des intérêts. Et donc là, quand on est témoin de ça, on se dit, il y a rien d'autre à faire que d'écrire. Que de le raconter. Ouais. Et quand tu as continué, donc après, tu as fait le château, au moment où Hollande est président. Mmh. Et ensuite, tu as fait le Comédie Française sur l'élection de Macron. Ouais. Enfin, sur la fin de Hollande et le début de Macron. T'es témoin de choses qui se passent dans l'antichambre du pouvoir. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Est-ce que tu gardes une posture de journaliste ou d'auteur? Est-ce que le fait que tu te mettes en scène, ça permet de dire des choses? Est-ce que tu prends parti? Je prends rarement parti. J'aime bien donner des clés et puis après le lecteur se fait son opinion. Même si évidemment, je suis très subjectif dans les choix de ce que je montre pas, ce qui va moi m'intéresser et puis ce que je vais laisser de côté. Mais j'évite d'appuyer trop sur ce que je pense. Journaliste, je suis pas sûr. En tout cas, moi, j'essaie d'observer ça aussi avec le prisme de la fiction, comme je le disais tout à l'heure, de regarder ça comme si je regardais une série télé finalement. Quand on voit une série télé, on va garder les moments saillants, les moments foireux, les moments crispants, tout ce qui fait le quotidien, où il se passe pas forcément des choses passionnantes, évidemment, on insiste moins dessus. Et donc moi aussi, je fais ça. T'as toujours eu complètement la liberté de ton et de faire ce que tu voulais, ou pas? Alors oui, parce que un des atouts, une des armes que j'ai, c'est le temps. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à observer. Donc au bout d'un moment, de toute façon, les gens soit changent de poste, donc ceux qui éventuellement m'avaient donné des règles sont plus là pour les contrôler. Et puis même, il y a un phénomène d'habitude. Après, le danger, il vient plus de moi, de comment je vais parfois avoir tendance à m'émousser, tout simplement, ou à peut-être pas me censurer, mais quand on connaît bien les gens, quand on les tutoie, après c'est plus difficile d'être mordant. Est-ce qu'il y a des choses que tu as volontairement décidé de retirer de tes récits, de tes témoignages, parce que tu t'es dit non, ça vraiment ça va lui faire du mal à la personne et que maintenant je me suis un peu attaché à elle et j'ai pas envie de lui causer du tort. Si on parle par exemple de Hollande, j'aime pas trop aller sur le terrain de l'intimité, tu vois, l'intime, la séquence avec le bouquin de Trierweiler, c'est pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise. D'autant que ce qui était quand même marrant, en l'ouvrant, je découvre que il y avait 3 personnes qui étaient au courant de l'existence de ce bouquin. Donc, Valérie Trierweiler, l'éditeur, monsieur Beccaria, et une personne qui avait fait la coordination et qui se trouvait être une de mes cousines. C'était vertigineux parce que je me dis, mais d'abord, pourquoi elle m'a rien dit, mais elle a rien dit non plus à son compagnon. Et ensuite, si elle m'en avait parlé, qu'est-ce que j'aurais fait de cette information? Donc, en fait, t'es en train de dire la famille Sapin a infiltré les arcanes du pouvoir. Ouais. Et quand tu travailles sur la transition Hollande-Macron, toi, de l'intérieur, tu vois arriver Macron? Non, parce que je regardais pas du tout moi, je voulais vraiment m'arrêter. L'objet de ma démarche, c'était vraiment, j'avais fait l'accession au pouvoir de Hollande, j'avais fait une bonne partie de son temps d'exercice, et comme on savait que c'était une fin annoncée, je me suis dit, autant y aller et puis voir à quoi ça ressemble une fin de règne. Et je m'arrête là. D'autant que celui qui était programmé pour arriver après, c'était Fillon, a priori. Mmh. Donc, j'avais pas du tout envie de rempiler. Et il y a eu ce twist, pour le coup vraiment scénaristique. Enfin, l'élection de 2017, il y a un vrai scénario. Elle est super bien écrite j'allais dire cette saison. Et donc là, moi je me suis fait piéger parce que j'étais pris de court et j'ai voulu voir la suite, quoi. Et toi, David, ça fait une bonne transition puisque tu t'es intéressé à Macron. Donc là, le livre que tu sors s'appelle Res Publica. Peut-être je vais te laisser nous pitcher le process. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce livre? Ah oui, alors ça s'appelle, donc le bouquin s'appelle Res Publica, 5 ans de résistance. Il donne déjà le ton. C'est un livre dont j'ai eu l'idée en décembre 2018, après l'acte 2, l'acte 3 ou 4 des Gilets jaunes. Donc quand j'ai vu des gens avec des yeux crevés, des mains arrachées, j'ai pleuré comme beaucoup de gens et je me suis dit c'est pas possible qu'il se passe ça dans mon pays et que je ne fasse rien. Alors fasse rien en tant que citoyen, je pouvais pas faire grand chose, en tout cas rien de plus que les autres, mais voilà, moi je suis scénariste, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à cette échelle-là? J'ai commencé à réfléchir au projet et puis ça m'a pris quelques semaines, quelques mois pour l'affiner. Et à la fin, je me suis dit l'angle. Je savais que je voulais faire ce qu'on appelle un documentaire dessiné. L'angle, c'était la manière dont les gens avaient décidé de résister au projet néolibéral d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc c'était vraiment raconter une résistance. C'est vraiment l'angle du livre et que j'ai essayé de garder tout du long. Et c'était pas toujours facile. Et comme vient de le dire Mathieu, c'était quand même une sacrée saison, mais c'est une saison qui a même duré 6 ans.
Parce que déjà, le scénario de l'élection, il est déjà assez invraisemblable, mais ensuite, tout ce qui se passe après, quand on y réfléchit chronologiquement parlant, c'est-à-dire les gilets jaunes, la réforme des retraites, le Covid, et maintenant Depuis ce matin, l'Ukraine. Ça fait 5 années un petit peu bien remplies. On a été, entre guillemets, bien, souvent malheureusement, servi par le réel. Donc, c'était ça l'objet du livre, sachant il y a eu un petit côté sans filet dans notre travail, puisque quand j'ai décidé de le faire avec Malo et qu'on s'est mis au travail, on n'avait pas la moindre idée de ce qui allait se passer après. C'était avant même le Covid. J'ai dit à Malo, écoute, on a sur le passé, on a beaucoup de choses à raconter, puisqu'on était sur la queue de comète, on peut dire des gilets jaunes. Et je lui ai dit, si ça se trouve, dans les 2 années et demie qui viennent, il va rien se passer. Je lui ai dit, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, j'avais vraiment du mal à y croire, mais il y a eu les contestations de la réforme des retraites, et puis après est arrivé le Covid, j'ai eu un moment de doute et de déprime en me disant, mais alors si tout s'arrête, le livre s'arrête, et puis en fait finalement, dans la résistance des gens face à une politique néolibérale globalement, dans son acceptation la plus large, en fait même dans le Covid, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Mathieu, il a une posture d'observateur un peu Tintin reporter. Toi par contre, tu as fait un vrai travail de recherche initiale, parfois sur Facebook, tu postais des photos de piles de livres terribles. Ouais. J'ai appris de mes erreurs. J'ai essayé de ne pas me perdre dans la documentation, ce qui m'est souvent arrivé. Mais je me suis rendu compte en faisant ce livre que j'étais pas journaliste, hein, et que quand on n'a pas ni les habitudes de travail, ni les compétences, ni le réseau, c'est parfois très très difficile d'aller chercher des sources ou des informations. Et ouais, j'ai cru que j'allais devenir fou, hein, disons-le tout net. J'avais prévu de bosser 1 an en fait sur ce livre. T'as bossé combien de temps? J'y ai passé 2 ans et demi. Ouais, parce que le livre est hyper dense. C'est-à-dire à chaque fois qu'on finit un acte, on a besoin de digérer ce qu'on a lu, on a besoin de s'arrêter, de faire une pause, d'analyser, parce que c'est hyper fourni, quoi. Mais ça apporte une vraie mise en perspective et une vraie matière à réflexion. C'était le but en fait. J'ai voulu être comme c'est un bouquin d'opinion. Enfin, c'est un livre. Oui, c'est pas un travail universitaire. C'est un livre d'une personne de gauche qui est pas d'accord. Enfin, ça se cache pas. Je pense que quand on voit la couverture, on le comprend tout de suite. Après, j'ai essayé d'être très factuel. Donc, quand je veux démonter ce qui me semble être un mensonge d'État ou une manipulation ou des décisions politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général, il faut que j'argumente. Donc, il me faut des chiffres, il me faut des citations, il me faut entre guillemets, des preuves. Et puis, mais parfois, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais tendance un peu à me perdre. Et puis, j'ai moi-même appris des choses au fur et à mesure. Et j'essayais de redigérer de manière un peu simple ce qu'il y avait. Et parfois, c'était compliqué. Raconter la réforme de l'hôpital en 6 planches des 30 dernières années, c'est une gageure. Hein. C'est pas simple. Donc, ça a été beaucoup de travail. Et je me suis aperçu aussi de la limite de mes compétences. Moi, je suis quand même à la base un scénariste de fiction. Et puis, il fallait que je remette pas de la fiction, mais de la dramaturgie, en fait, dans mon récit politique. Mais là, je reviens sur ce que disait Mathieu, on était quand même extrêmement bien servi, parce que là, de la dramaturgie, dans le bon et le mauvais sens du terme, il y en avait tout le temps, quoi. Et comment vous avez travaillé avec Malo? Vous avez, tu lui donnais un scénario, très très écrit, ou lui, il participait aussi à... Il y a eu la plupart du temps, je lui suggérais des images, et même au bout d'un moment, parce que il a fallu qu'il dessine 350 pages en 2 ans. Il n'en pouvait plus et il m'a dit, en fait, je vais jamais réussir à finir ce livre si tu me fournis pas l'iconographie. Et il y a eu des moments, des pages entières où j'ai passé tranquillement 8 fois plus de temps à chercher des images libres de droit, à lui donner à dessiner qu'à écrire mon texte, en fait. Libre de droit parce que tu es obligé de soit libre pour les dessiner? On a essayé, ouais. Non, on n'est pas obligé. Apparemment, il y a une jurisprudence récente qui disait qu'on a été jugé, on peut redessiner une photo s'il y a un propos, s'il y a un sujet, mais j'ai essayé dans la mesure du possible de récupérer un maximum de choses libres de droit. Et puis ça me permettait parfois aussi d'élargir mon champ de recherche. Le grand danger quand on fait des recherches internet, je pense que tous les gens qui s'y sont essayés vont comprendre ce que je dis, c'est un clic entraîne un clic sur le côté, on voit j'ai pas lu cet article, j'ai pas vu cette vidéo, et puis 3 heures plus tard, retour au projet initial, on dit alors de quoi qu'est-ce que je cherchais? Mais entre-temps, on a trouvé des choses. Et puis parfois on peut aussi se perdre en chemin, quoi. Vous êtes tous les deux auteurs de bande dessinée. Qu'est-ce que ça apporte la bande dessinée par rapport au fait, par exemple, d'avoir écrit un pamphlet ou un livre juste texte? Ouais, ou fait un documentaire. Ouais. Mais en fait, la force des images et puis la possibilité de faire des pas de côté. En fait, si tu fais un documentaire et que tu veux parler d'un sujet théorique, dans le bouquin, il y a des moments où on apporte un sujet. Par exemple, est-ce que la France est une démocratie? Est-ce qu'une république est une démocratie? Est-ce qu'elle a toujours été? Est-ce qu'elle est destinée à l'être ou pas? Donc, si tu veux commencer à parler de ce sujet, si tu fais un documentaire, tu vas être obligé d'interviewer des gens qui vont porter la parole. Moi, si je fais une digression historique à l'intérieur du bouquin, je peux facilement l'illustrer. Tu vois, si je vais parler de la démocratie grecque, des Grecs anciens, tu as une image assez facile à raconter. Si tu racontes les pères fondateurs, au XVIIIe siècle, etc., c'est facile à illustrer. Donc, tu peux facilement faire des pas de côté. Et c'était un des éléments qui me paraissait important dans le livre, c'était de faire ça, ces pas de côté. Et puis, il y a l'utilisation parfois d'images un peu fortes, quoi. Là, je
Je pense à, je sais pas, on avait utilisé quand on a parlé des vaccins et de l'industrie pharmaceutique une image qu'on n'a pas inventée, une seringue remplie de pièces, par exemple. Bon, ben voilà, c'est la puissance du dessin, c'est la puissance de l'image, quoi, ce genre de choses. Mais je pense aussi que le médium BD fait que c'est plus facile de le diffuser. Si c'était un documentaire, pour trouver des fonds, des financements, les gens sont beaucoup plus réticents. Enfin, tu vas avoir plus de mal. Là, moi, j'ai participé à un film documentaire qui s'appelle La Disparition, qui parle de la disparition du Parti socialiste. On a réussi à le monter avec donc c'est Jean-Pierre Pozzi, le réalisateur. Moi, je suis à l'écran, mais on a réussi à monter le truc et tout. Mais après, tu l'as coécrit avec lui. Bah, coécrit dans le sens où je parle à l'image. D'accord. Donc, quand je parle, c'est une performance en direct. D'accord, il y a pas un travail parce que dans non. le générique il y a écriture Julien Drey, Mathieu Sapin, Julien Drey, Pozzi. il était à l'origine. L'idée c'était qu'il raconte ses souvenirs du PS, mais il a pas écrit. D'accord. Non. Et donc pour dire que au moment de la diffusion, on a rencontré beaucoup de difficultés parce que les cinémas étaient très réticents à parler d'un film qui abîme le Parti socialiste. Tout simplement. Et donc, tu te retrouves avec un problème d'accès, en fait. Alors qu'en bande dessinée, je pense que tu as beaucoup plus de liberté. Tu fasses un truc vraiment problématique, mais je vois pas quoi, pour que les libraires décident de pas le rendre accessible, quoi, le diffuser. Ouais, ou l'éditeur. Moi, j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit c'est quand même un livre assez virulent, de gauche, etc. T'as pas guidé le cours, ça l'a pas gêné et tout. J'ai dit rien du tout. Il m'a laissé totalement libre de le faire. Mais parce que je pense que la bande dessinée aussi est en dessous des radars d'une espèce de surveillance de l'information. On parlait des personnages tout à l'heure. Moi, je me demandais si vous trouviez vraiment que les personnages actuels de la politique étaient des bons personnages. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est, imaginons, une secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui prend sa liste de diffusion de son propre ministère pour faire la promo de son livre perso, et qui écrit dedans « J'aimerais être féministe jusqu'au bout des ongles, mais... » Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, c'est un premier ministre qui se fait interviewer sur une chaîne nationale et on lui demande s'il a installé Stop Covid et il dit non, mais moi, je pousse les Français à le faire, mais voilà, je l'ai pas fait. Et un troisième exemple, c'est une candidate présidentielle qui se fait élire à l'aide d'une primaire dans laquelle on se rend compte que même un chien faisait partie des votants. Et quand le sénateur de son bord la défend, il dit, vous voyez bien que c'est pas possible, le chien n'aurait pas pu lire le SMS reçu sur son téléphone portable. Moi, personnellement, en tant que citoyen, si je lisais une fiction dans laquelle on me racontait ça, je trouvais que ça serait très mal écrit et que le scénariste est nul. Mais est-ce que vous trouvez pas que les personnages actuels de notre vie politique sont quand même assez souvent lamentables et pas cohérents? Je crois qu'il y a toujours eu ça, hein. Balladur, il était bien aussi, tu vois. Il y avait pas... C'est vrai qu'il y a une espèce de nostalgie de se dire que à l'époque de Gaulle, Mitterrand, il y avait des mecs qui étaient un peu au-dessus du truc. C'est peut-être notre génération, mais tu vois, le débat... Non, je suis d'accord que le débat était assez naze. Mitterrand, Chirac, avec leur passe d'armes sur Monsieur le Premier ministre, il reste un peu plus que les derniers débats présidentiels. Ouais. Mais c'est un déplacement. Mais les personnages, après, qu'il y a des personnages médiocres ou des personnages, ils peuvent être, non pas vertueux, mais intéressants. Tu vois, c'est pas... Mais il y a, par exemple, aux États-Unis, il y a la série VIP qui avait beaucoup de succès, où à un moment donné, les scénaristes ont dit, quand Trump est arrivé au pouvoir, ils ont dit, en fait, on sait plus quoi écrire pour parodier la vie politique parce qu'elle est devenue plus extrême et encore plus débile que notre série. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne, vous, en tant que scénariste, quand tu décris la vie politique? Est-ce que des fois tu te dis, mais je peux pas mettre ça dans ma BD parce que personne ne croira que c'est possible? Est-ce qu'il y a une vision d'auteur sur ce phénomène-là? Oui, moi, c'est le prisme que j'aime bien, justement, montrer le côté ridicule de tout ça. Enfin, alors, moi, j'ai été marqué, là, je le raconte un peu dans Comédie Française, mais j'avais eu un échange avec Nathalie Kosciusko-Morizet, que j'avais rencontré parce que on cherchait à avoir des paroles de femmes politiques pour un film sur lequel que j'ai réalisé, Le Poulain. Mais c'était pas une interview, c'était vraiment une discussion un peu off. Et elle a eu un discours très très sincère où elle nous disait que donc j'étais avec une des comédiennes de mon film, elle nous disait mais vous savez, les hommes et les femmes politiques, moi y compris, ont tous des psychopathologies lourdes. Et là, je pense qu'elle était, moi, j'étais vraiment reconnaissant, tu vois, qu'elle ait cette parole que je pense être sincère, parce que ça confirme ce que je pense beaucoup. Et puis d'autres paroles aussi, d'autres phrases qui me sont restées dans l'oreille, comme on lui demandait comment on fait quand on est homme ou femme politique, comment on fait la distinction entre l'intérêt collectif et l'intérêt personnel, et à quel moment on se dit, qu'est-ce qu'on met en jeu. Et elle disait, mais un homme ou une femme politique, c'est quelqu'un qui est suffisamment fou pour penser que l'intérêt collectif
et son intérêt personnel. Et donc c'est un peu plus que du cynisme. C'est plus complexe, quoi. Il y a vraiment une forme de mégalomanie. Et toi, David, quand tu travailles sur Macron, mais aussi sur toute la question du néolibéralisme derrière et tout ça, est-ce que tu penses que les hommes politiques qui portent cette politique, ils ont un logiciel qui fait qu'ils croient vraiment à ce qu'ils font, ou est-ce qu'ils sont manipulés par des gens derrière qui ont des intérêts supérieurs? De toute façon, je parle pas de reptiliens, hein, je parle de c'est différent d'être l'objet de milliardaires qui ont une vision à 10 ans ou à 20 ans de ce qu'ils veulent faire, que de penser vraiment que ça va ruisseler, par exemple, tu vois. C'est pas mon sujet. Les personnes m'intéressent pas. Le début du livre raconte l'ascension de Macron, mais c'est rapide, c'est pas personnel, on va pas sur sa vie, on va pas sur la vie privée de personne, ça nous intéresse pas, et même pas sur la personne. C'est quelque chose que je trouve pas éclairant pour le bouquin. Emmanuel Macron, dans notre bouquin, c'est le vecteur du néolibéralisme. Et puis, point barre. Ça aurait pu être Jean Duchemont ou Nicole, je ne sais quoi, donc peu importe. Et à la limite, ça m'intéresse pas. Moi, au contraire, il y a aussi une volonté de faire un contre-discours, c'est-à-dire de produire ce qui nous semble être, en tout cas nous, des moments de vérité sur des moments forts qu'a connu notre pays, les gilets jaunes, et puis notamment la réforme des retraites, des moments comme ça, la répression pendant le Covid, etc., des moments aussi de vie ou de cristallisation de certaines pathologies, comme par exemple ce qui est arrivé à Christophe Détinger, Geneviève Leguet, des moments comme ça. Et puis dans notre livre, il y a des personnages qui sont des anonymes, enfin qui ont un nom en l'occurrence, qui s'appellent Vanessa et Alain, qui sont des gens qui se sont retrouvés à participer brièvement aux manifestations de Gilets jaunes et qui ont été mutilés. Il y a des gens pacifiques. Et moi, c'est de ces deux dont je voulais parler, en fait. Au moment où j'ai fait ce livre, et aujourd'hui plus que jamais, moi, je voulais donner la parole au peuple. C'est eux que je voulais faire parler. Je voulais expliquer comment la politique pouvait rentrer dans leur vie, comment elle pouvait la modifier, et pas seulement sous le thème de l'accident. C'est pour ça qu'Alain et Vanessa, ils racontent chacun des chemins de vie qui sont des chemins de vie du peuple, en fait, de gens du commun, des gens comme moi qui sont issus de milieux modestes, qui ont des parcours de vie un peu fragmentés, un peu difficiles, et comment la politique, en fait, au jour le jour ou à l'année leur rend la vie parfois plus difficile, plus compliqué, comment au bout d'un moment, ils finissent par avoir un sentiment d'injustice, ils vont dans la rue et il leur arrive ce qui leur arrive. Et pour faire changer d'avis, en tout cas en partie sur ce qu'étaient les Gilets jaunes, et pour faire comprendre aux gens la légitimité qu'ils avaient à se retrouver dans la rue, qui pour le bien commun, qui parce que indigné par le sort qu'on faisait à sa grand-mère avec sa pauvre retraite, etc. Donc des choses avec lesquelles tout le monde est d'accord. D'ailleurs, tout le monde a été longtemps d'accord avec les Gilets jaunes et des choses qui étaient légitimes. J'ai évidemment, parmi les personnages du bouquin, bon, il y en a plein, il y a évidemment du personnel politique. Il y a Castaner omniprésent pendant les Gilets jaunes parce que c'était lui qui occupait le poste. Il y a des membres du gouvernement qui sont millionnaires et ça conditionne leur manière de penser, comme Muriel Pénicaud. Il y a des gens comme ça dont on a été obligé d'analyser la trajectoire professionnelle mais surtout politique. Mais les personnes ne m'intéressent pas. D'ailleurs, j'en parle pas. Je pense que le seul adjectif que j'ai dû utiliser pour rebondir sur ce que tu disais, c'était ineffable et c'était un Marlène Schiappa. C'est ce que je pouvais dire de plus poli. Mais je pouvais pas faire mieux. Mais le bouquin voulait justement donner la parole à ceux à qui on la donne pas, en fait. Est-ce que vous pensez que, en faisant des livres comme ça, les auteurs peuvent changer les choses? Moi, je reste persuadé qu'un des trucs qui distingue l'espèce humaine de l'espèce animale, c'est qu'on peut se raconter des histoires. Et il y a eu des moments de la politique française où on avait des histoires qui faisaient un peu nation. Le Front populaire, on voit bien que les 68 arts, ils se sont construits une histoire qu'on peut critiquer ou pas, mais enfin, il y a eu mai 68, il y a eu les 30 Glorieuses, où on était sur le progrès, le plein emploi, le succès. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'histoire, de grande histoire, de narratif qui fait qu'on fait nation, et que du coup, ça laisse la place à ceux qui expliquent, vous savez, il y a ce même, si on simplifie, des gens très riches qui expliquent aux classes moyennes que c'est les gens très pauvres qui les empêchent d'être heureux, ça devient l'histoire globale. Est-ce que vous pensez, qu'il y a une histoire de la nation qui peut se réémerger, si oui, comment? Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous pensez que vous pouvez agir politiquement à travers les histoires que vous racontez? C'est assez vaste comme question. Mais, vous avez 4 heures. Non, mais l'histoire de la nation, déjà c'est particulier parce que moi je suis pas certain que la nation, est-ce que c'est un concept qui va encore avoir du sens longtemps? Ça, je suis pas sûr. C'est amusant. Enfin, là, je t'entendais parler de narratif. Là, donc en ce moment là, je travaille avec d'autres auteurs sur la campagne présidentielle. Et on essaye de raconter, on est 6, donc ce moment qui est un moment un peu rituel, voilà, tous les 5 ans, il y a cette, je sais pas comment le qualifier parce que il y a du rituel, il y a du théâtre, c'est un peu comme le mondial, quoi. Mais il y a de moins en moins, en même temps, il y a de moins en moins d'excitation sur ce que ça raconte, et en même temps, il y a une saturation médiatique, c'est-à-dire que je sais, j'ai du mal à me rendre compte par le passé est-ce que ça a occupé autant le champ médiatique, mais en tout cas. C'est le cas, et d'ailleurs là, depuis qu'on a commencé cette bande dessinée il y a quelques mois,
Il y a beaucoup déjà de réactions par rapport à cette BD, d'intérêt aussi médiatique. Et donc dans ce cadre-là, donc là moi je vais à des réunions politiques, etc. Et notamment chez En Marche, ils utilisent ce terme-là de narratif. Et qu'est-ce que c'est le narratif? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Comment on veut? Et donc tu as déjà des clés. Si on parle du sujet d'aujourd'hui qui est l'écriture, ce qui est marrant, c'est comment l'écriture, raconter une histoire, est intégrée aussi dans la démarche politique. On essaye de raconter une histoire. Enfin, je veux dire, les gens qui font la campagne, ils essayent de scénariser et d'imaginer, voilà, on va faire ça, il va se passer ça, et on raconte une histoire en vérité. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est pour le coup, on est vraiment dans le sujet de comment t'essayes de donner un sens à certaines orientations politiques. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment ce truc se fracasse sur le réel. Alors, tu parlais des Gilets jaunes, typiquement, c'est un truc qui a pas du tout été scénarisé et pas du tout anticipé. Et donc là, d'un seul coup, boum, t'as une espèce de rencontre d'un narratif avec un autre. Tout ça, on aura évidemment une lecture différente dans quelques années. Et d'autant plus que tu parlais du récit national et en fait, je pense que le projet néolibéral, qui est celui d'Emmanuel Macron, qui s'en revendique ou qui s'en rend compte ou pas, c'est vraiment celui de la fin du récit national. Tout à l'heure, tu posais la question de l'idéologie, de ce que les gens croient, etc. Bon, moi, c'est pas mon sujet quand je fais le livre. Après, en tant que citoyen ou en tant que scénariste qui peut écrire ce genre de choses, ça m'intéresse. Je pense vraiment que l'idéologie néolibérale, c'est quelque chose qui est de toute façon qui fait fi de la nation, de ce que c'est qu'un pays qui pense de manière très sincère. Et je vais rebondir avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la personne peut croire qu'elle sert l'intérêt général ou le bien commun quand elle développe tous les moyens politiques du néolibéralisme qui sont faire tomber l'ensemble de ce qu'eux voient comme des entraves, comme des rentes, etc. Et puis donner sa chance à tout le monde et mettre tout le monde sur la ligne de départ. Ils ont vraiment cette conviction que l'entreprise et le commerce, mais ça c'est vieux, c'est vieux comme la France, ça date des Girondins, d'avant la Révolution française. Ils pensent vraiment que le commerce, c'est le moyen de libérer l'être humain. Donc, il y a une espèce de forme de sincérité. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que comme disait Mathieu, c'est que le réel, par contre, il y a comme une légère dissonance. Et donc, quand ils ont cette idéologie, cette manière de penser, quand ils pensent cette politique, et que de fait, elle se heurte au réel et qu'elle ne fonctionne pas, c'est ce moment de dissonance-là qui, moi, en tout cas, si j'étais dans leur intimité, m'intéresserait. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une personne qui travaille dans des ministères relativement haut placés, et quand je lui ai dit, on va prendre un exemple, quand François Hollande puis Emmanuel Macron font le CICE et qu'ils commandent des rapports, parce ils se défendent dans les médias en disant oui, on donne de l'argent, beaucoup, des milliards, parce que ça coûte des milliards, mais on va faire même Macron lui-même avait dit, on va faire des rapports, on va demander pour voir chaque année, dans 2 ans, on verra ce qui se passe exactement. Si ça a créé des emplois. Voilà, si ça a donc servi à créer de l'emploi. Les rapports arrivent, ça n'a créé aucun emploi. Les gens le disent, ils disent à la marge. Ils disent principalement ça a augmenté les marges des entreprises, permis d'augmenter les salaires des dirigeants, des cadres, pas que des dirigeants, enfin de la partie les gens les mieux payés dans les entreprises, et c'est allé aux actionnaires, où ça a reconstitué les marges propres, les fonds propres des entreprises. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il fait alors? Et en fait, j'ai posé la question à cette personne qui travaille dans le ministère, et il me dit, ah mais ils les disent pas. Et je lui dis, mais alors, on fait quoi des gens qui reçoivent les rapports? Il dit, ils leur donnent pas. Quand ça va pas dans le sens de ce qu'ils pensent, en fait, ils leur donnent pas pour pas qu'ils les lisent. J'ai presque envie de dire, en effet, comment est-ce qu'il peut cesser de penser ce qu'il pense si personne vient jamais lui apporter les preuves de la contradiction? Et donc toi, quand tu fais ton livre, c'est parce que tu as envie de crier et c'est une manière de le j'ai faire. envie de l'assommer avec le rapport, moi. Du coup, mais est-ce que c'est aussi, que tu te dis, les gens qui vont lire, ça va quand même peut-être venir leur changer les idées? Tu vois, d'une certaine manière, moi, quand j'ai fait avec Fabien Toulmé l'Odyssée d'Hakim, on se dit bien sûr, la plupart des gens qui vont lire ça, c'est des gens qui sont acquis à la cause des migrants. Mais peut-être qu'il y en a certains qui vont se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient et qui vont changer d'avis. Et on se dit, super. Bien sûr, notre bouquin qui est jaune, qui montre sa couverture, là, 5 ans de résistance, il y a plein de gens qui sont, entre guillemets, dans son acceptation la plus large de gauche, qui vont aller vers ce livre, qui ont envie de l'acheter. Mais moi, j'ai aussi des retours de lecteurs qui n'ont pas spécialement d'avis particulier sur la question, qui sont assez peu renseignés, ou même s'ils sont, entre guillemets, de gauche, très mal renseignés, notamment sur les Gilets jaunes, et qui, visiblement, apprennent beaucoup de choses en le lisant, quoi. Beaucoup de choses factuelles. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une volonté de faire un contre-discours. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est spectaculaire et tout le monde s'en souvient, Christophe Détinger. Là, je rebondis par rapport à ce que disait Mathieu. Je pense que même dans les ministères, ça devait travailler parce qu'il fallait, ou alors c'était instinctif, mais il fallait raconter une histoire, une contre-histoire. Qui était ce type? D'où est-ce qu'il venait? Pourquoi il faisait ça? Pour justifier la punition qu'on allait lui infliger, quoi. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être factuel et de raconter vraiment les faits avec son témoignage, celui de sa femme, et puis après, avec tout ce qui s'est passé, tous les gens qui étaient impliqués.
J'ai essayé de comprendre ce qui s'était réellement passé physiquement à cet instant-là, et puis de tout raconter jusqu'au moment où on décide d'envoyer, de l'infliger 30 mois de prison. Il fallait rétablir une espèce de réalité parce qu'il y avait eu un discours gouvernemental qui avait été... Et là, eux, ils font du storytelling. Je ne veux pas sortir le gros mot, mais l'anglicisme de service, mais eux, ils en ont fait beaucoup. Comme Castaner en avait fait sur l'intrusion ratée dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Hein, on a attaqué l'hôpital. Bon, on a vu ce que ça a donné plus tard. Et puis, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, par rapport aux événements qui sont compilés dans le bouquin, qui représentent comme 4 ans et demi de vie d'un pays, donc c'est quand même énorme, ils m'ont dit, on a oublié, en fait. Et c'est vrai qu'on oublie tous. Hein. Les événements succèdent à une vitesse assez folle, surtout depuis... j'ai l'impression, moi, que ça s'emballe, mais les moments avec le Covid, ça ralentit, mais on a quand même l'impression qu'il se passe de plus en plus. C'est peut-être faux. Si ça se trouve, il s'en passait autant il y a 15, c'est juste qu'on s'en souvient pas, ou le regard qu'on porte dessus est différent. Et il y a aussi, je trouve, la saturation médiatique, qui fait qu'on est bombardé tout le temps d'informations, et on est... et t'as plus le temps de voir les choses avec du recul, je trouve. Je sais pas si notre cerveau a eu le temps de s'adapter à Internet, en fait. Ouais. Je crois pas. Ça, et puis c'est une amplification de la stratégie du choc, c'est-à-dire tu reçois un truc qui est aberrant, ça te choque, le lendemain t'en reçois un deuxième, ainsi de suite, et puis d'un seul coup... Non, mais tu vois, si on prend ce qui se passe en Ukraine, et que tu fais le comparatif avec la guerre du Golfe, qui était aussi très inquiétant, traumatisant, tout ce que tu veux, mais c'était TF1. À l'époque, tu regardais TF1. La 5. La peut-être la 5. Et on était scotchés devant notre télévision pendant des heures. Et puis, voilà. Et donc, quand tu sortais de la pièce où il y avait la télé, bon, t'avais la radio éventuellement, mais là, t'as un truc tu peux pas t'en abstraire, quoi. Ouais, qui te rattrape. Bah oui, avec nos téléphones portables, l'information, elle est dans notre poche, elle est tout le temps avec nous, elle nous poursuit partout, quoi. Partout, tout le temps, il y a un phénomène d'usure, en fait. Et c'était ça aussi qu'on voulait faire avec le livre. C'est vraiment faire du contre-discours. Maintenant, on va parler de fiction, parce que vous avez aussi fait un voyage dans la politique à travers des fictions. On va commencer avec Le Poulain. Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher le film ? Le Poulain, c'est un roman initiatique, enfin une comédie politique sous forme de roman initiatique, où on suit un jeune mec qui s'appelle Arnaud, qui n'est pas spécialement intéressé par la politique, et qui se retrouve embarqué un peu par le hasard des rencontres dans une campagne présidentielle, dans une équipe de campagne, et surtout il y est embarqué pour de mauvaises raisons, parce que il se retrouve sous les ordres d'une certaine Agnès, qui est une directrice de la communication, qui à la fois le fascine et le maltraite aussi, et il y prend goût, il apprend les codes, et il perd comme dans tous les romans initiatiques à la Balzac ou autre, il perd en naïveté ce qu'il gagne en expérience. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir de l'exercice de l'observation et du filtre du dessin et d'utiliser, j'imagine, tout ce dont tu avais été témoin pour créer une fiction et une histoire qui aurait pu exister en fait dans n'importe quel milieu, mais là, dans le milieu politique? Comme tu le dis, c'est parce que j'avais été témoin le Poulain, c'est largement inspiré de choses que j'avais pu observer pendant la campagne de 2012 et un peu de 2017 aussi. Et c'est des producteurs, tout simplement, qui m'ont proposé, qui m'ont dit, tiens, ils avaient lu ma bande dessinée sur la campagne présidentielle de 2012, et puis ils trouvaient que ça pouvait être une approche intéressante pour du cinéma. Donc au départ, il était question d'abord d'écrire, et puis petit à petit, comme ça se passait bien, après s'est posé la question que je réalise. Et bon, on le dit comme ça a l'air assez facile, mais c'était long, hein. On a mis 3 ans à écrire. Il y a eu évidemment des allers-retours, des vicissitudes de financement, etc. Mais à l'arrivée, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et je dois préciser que l'écriture s'est faite avec un ami, enfin qui est devenu un ami, mais qui est donc un scénariste, Noé Debré, qui a l'habitude d'écrire pour le cinéma, a été, c'est même pas une aide précieuse, c'était indispensable. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment complètement découvert le principe de l'écriture au cinéma avec lui, et c'était génial parce qu'on a vraiment écrit ensemble. Pour toi, qu'est-ce qui change le plus entre quand tu écris pour de la bande dessinée et quand tu écris pour le cinéma ? Déjà, il y a le fait de coécrire. Parce que en bande dessinée, il m'arrive de dessiner les scénarios d'autres personnes, ou alors d'écrire, éventuellement d'écrire pour d'autres, mais c'est jamais de la co-scénarisation. Enfin, ça peut l'être, mais je veux dire, moi, dans mon cas, ça m'était pas arrivé. Alors que là, il y avait vraiment ce travail, c'est vraiment du 50-50, où c'était un ping-pong, on échangeait, et du moment où on est en confiance avec la personne avec qui on écrit, c'est génial, parce qu'on sait qu'on ne peut que s'améliorer, et que l'autre va nécessairement améliorer et trouver des idées que moi j'aurais pas eues, et pour ça c'était très enrichissant. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire le film sur un parti politique imaginaire,
Baron Noir, c'est le PS. Parce que, comme je le disais, ma référence était vraiment, je suis allé chercher dans les romans du 19e, donc je voulais pas commencer à essayer de reconnaître telle ou telle personne publique connue. Ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la trajectoire de... C'est un roman de dépucelage. Enfin, c'est un film de dépucelage, donc la trajectoire de ce mec. Un des films que j'avais dans un coin de la tête, c'était Le Lauréat, par exemple. Le contexte dans lequel lui évolue, ça peut se passer à gauche comme ça peut se passer à droite. C'est drôle parce que j'ai présenté le film, évidemment, un peu dans différentes salles, etc. Et je l'ai présenté pas mal à Paris, en région parisienne, et il est arrivé plusieurs fois qu'il y a des politiques dans la salle, dont certains connus, quoi, comme je pense à Alexis Corbière ou à Jérôme Guedj ou d'autres. Et souvent, ce qui est reproché au film, c'est que je m'attardais plus sur des caractères, sur des personnages, et pas sur les idées. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que les personnages du film défendent des idées, sont mus par des idéaux. Et c'est vrai que je reconnais que c'est pas ça que j'ai voulu raconter. Ouais. Oui, le film, c'est pas tant sur les idées. En tout cas, les personnages, c'est pas des gens très idéologues qui se battent pour une vraie cause. C'est beaucoup pour des ambitions personnelles. C'est un peu carriériste et tout ça. Mais en même temps, c'est très proche de ce que j'ai fait. C'est proche de ce que t'as observé. Et en fait, le film se concentre surtout sur les liens qui se tissent en fait dans les personnes qui font campagne ensemble et qui sont les revirements 24 heures sur 24 quasiment ensemble et qui vivent des imprévus. Et c'est un peu comme une famille. Même à la fin, ils partagent beaucoup d'intimité les uns les autres parce que voilà, c'est un peu un road trip et ils sont tout le temps ensemble les uns sur les autres. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Et est-ce que c'est des choses que tu as pu observer justement quand tu as suivi les campagnes? Oui, alors il y a dans le tableau, tu oublies aussi les journalistes. Moi, j'aime bien inclure dans ce tableau-là les journalistes parce que toute cette médiatisation politique, elle passe par les journalistes. Ils voyagent en bus ensemble, ils se connaissent. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant de voir ça parce que je veux pas dire que c'est pas le fait d'une compromission, parce que chacun reste à sa place, mais chacun se connaît parfaitement. Moi, j'ai croisé des journalistes qui savaient te dire dans quel ordre Hollande lisait la presse, qu'est-ce qu'il lit. Tu vois, il y a des trucs de l'ordre de l'intime, et ils passent presque plus de temps entre eux que des membres de leur famille, que leur conjoint ou quoi. Donc, c'est une relation très bizarre, et en même temps, ils s'interdisent de franchir une certaine ligne, pour la plupart. Après, il y a des exceptions, évidemment. Dans ton film, ils vont... Et voilà, dans mon film, ça baise un peu. Mais ça, j'en ai pas été témoin directement, mais je sais que ça existe, mais bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est un théâtre intéressant. Alors David, maintenant, on va parler des 5 terres. Ah oui. Les 5 terres, c'est une série de bande dessinée, et justement, on parlait de coécriture. Le scénariste des 5 terres s'appelle Léo Héline, comme ça qu'on prononce. Oui, je pense. Et en fait, c'est 3 personnes, toi, Andoris et Patrick Wong. Comment est née la série? Est-ce que tu peux nous la pitcher? Les 5 terres, c'est les rois maudits chez les animaux. Voilà, pour le pitcher vraiment très très rapidement, c'est l'histoire d'un monde dans lequel il y a 5 grands peuples, 5 grands pays qui s'affrontent ou pas. Et voilà, et on va suivre le destin de chacun des pays à travers une multitude de personnages. C'est ce qu'on appelle un récit choral, avec beaucoup de personnages. L'envie de faire les 5 terres, c'est vraiment la tentative d'aboutissement, de régurgitation d'années et d'années de séries télévisées. Je me cache pas de cette influence évidente. Et je suis scénariste de bande dessinée depuis 32 ans, et j'ai, comme beaucoup de scénaristes, fini par concevoir une certaine frustration face à la vitesse à laquelle ces feignasses de dessinateurs produisent des planches. Voilà, un album par an, etc. C'est à un moment où on ressent les limites de ce qu'on peut raconter, et j'ai eu envie d'essayer de bousculer ça du point de vue du dessin et du point de vue du scénario. Alors, du point de vue du scénario, je me suis rendu compte que pour produire une fiction plus dense et de meilleure qualité, et plus profonde et avec plus de richesse, il fallait qu'on soit plusieurs, parce que j'étais très conscient de mes limites de scénariste. En fait, un moment fondateur du moment où j'ai pris conscience de ces limites, c'est qu'un jour, je me suis enfin décidé, j'ai fait la masterclass de monsieur John Truby, qui est un Américain, qui est un spécialiste du scénario, principalement pour l'audiovisuel. C'était une très longue masterclass, c'était 6 jours, très intense, hein, donc 8 heures, 9 heures par jour à prendre des notes, à essayer d'ingurgiter toutes les notions, les concepts qu'il nous balançait. C'est pas tant que j'en suis devenu un troubiste ou que je cherche à appliquer ces recettes, c'est que j'ai pris la mesure de tout ce que je ne faisais pas, de tout ce que je n'analysais pas, de tout ce que je ne comprenais pas. J'ai pris la mesure de mes lacunes, en fait. Je savais que les scénaristes audiovisuels travaillent à plusieurs. Je savais
savais que je m'étais intéressé comme tout le monde au travail d'un showrunner. Je savais ce que c'était comme ça, la manière dont on écrivait une série télé un peu, mais je suis rentré très regonflé et en même temps très conscient de tout ce qui me restait à apprendre et de tout ce que je n'avais pas appris pendant toutes ces années. Et je me suis dit voilà, on va travailler à plusieurs et à trois on va être meilleur. J'ai choisi des gens qui n'étaient pas forcément du sérail parce que je sais aussi, pour l'avoir fait moi-même, que le fait de n'écrire que de la bande dessinée, et principalement de la bande dessinée de genre, j'ai presque envie de dire en milieu clos, avec toujours les mêmes interlocuteurs, fait qu'au bout d'un moment, on arrive à une certaine médiocrité, disons-le carrément, et des mauvaises habitudes. Et j'avais envie d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur et qui soient pas formatés par la bande dessinée de genre. Donc Andoris, qui est quelqu'un qui est plus dans la littérature, et Patrick Wong, qui était quelqu'un qui était dans rien du tout au niveau de l'écriture, donc qui était un jeune scénariste, mais qui était plus lecteur de manga et qui était pas du tout dans la culture BD, et qui avait un regard neuf, et ça a été le cas. Et dans les 5 terres, il y a une dimension très géopolitique, conflit entre les différentes factions. Est-ce que vous avez conçu une sorte de bible, comme on fait pour une série, en disant il y a tel monde, là ils sont comme ça. Est-ce que vous avez beaucoup de choses à l'avance? Parce que le rythme de sortie, c'est combien d'albums par an? 3. Est-ce que vous saviez dès le départ où ça allait sur tous les cycles, en ayant écrit toutes les interactions entre les tigres, les lions, les singes, Pas du tout. On a quelques lignes directrices et puis après on y va comme ça vient, en espérant toujours retomber sur nos pieds. Et puis il y a des moments où on se met la tête dans l'étau et on serre très fort parce que ça retombe pas. Et puis on finit toujours par y arriver. On vient de terminer le 2e cycle. On est bien retombé sur nos pieds. Je suis très content, mais c'était quand même un exercice d'équilibriste. Mais on a besoin, nous, de cette tension aussi, quand on écrit. Ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Mélanie Andoris nous a fait une bible énorme. Il y avait 100 pages Word. On connaissait tout sur les 5 terres, donc tout, les plantes, le commerce, l'histoire, etc. Elle en avait besoin, elle, pour s'immerger dans l'univers. Moi, j'avais besoin de rien du tout. Et ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment des écoles scénaristiques. C'est comme les gens qui disent, si tu veux écrire une histoire, il faut que tu saches à quel jeu jouait ton personnage quand il avait 8 ans et quelle est sa couleur préférée. Moi, personnellement, je suis de l'école rien du tout. Je veux dire, mon personnage, il n'a d'existence qu'au moment où il est là, au moment où il parle. Et s'il est bon dans le scénario, le reste du temps, j'en ai strictement rien à foutre. Après, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de ça pour le... Mélanie me dit, mais moi, elle me dit, je ne peux pas imaginer si je n'ai pas ce background, si je n'ai pas ce terreau fertile duquel je vais sortir mes idées. Et moi, je suis capable d'imaginer ex nihilo, en partant de rien du tout. Et Patrick est encore sur une autre dynamique. Alors, la série, ça marche bien. On a un bon accueil critique et commercial, donc on est très content. Donc, du coup, en ce qui me concerne, la démarche d'aller chercher des gens pour faire bien mieux que ce que j'aurais fait tout seul a plutôt très bien fonctionné. Ça, je suis très content et j'apprends beaucoup de choses, mais au prix de frictions assez violentes. Disons-le, en bon français, on s'engueule beaucoup. Ouais. Les fois où on s'est engueulé, j'étais vraiment super content parce que je me disais enfin il se passe quelque chose, parce que je l'ai dit plusieurs fois en interview quand je parle de cette série, mais je dis souvent les gens qui se mettaient ensemble pour faire du co-scénario, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu pendant des décennies dans la BD, c'était des mecs qui s'entendaient bien, ou des mecs et des nanas qui s'entendaient bien, qui faisaient des festivals ensemble, qui buvaient des coups et qui disaient ce serait sympa de faire un truc ensemble. Donc le projet n'est évidemment pas de s'engueuler. Et à partir du moment où on ne doit pas s'engueuler, ça veut dire que même quand l'autre envoie quelque chose et qu'on se dit c'est quand même pas terrible, généralement on lui dit pas c'est pas terrible, et du coup souvent, les 1 plus 1, ça donnait pas 2, ça donnait 1, et parfois ça donnait 0, puisque il y avait pas de valeur ajoutée au fait qu'ils travaillent ensemble, puisque personne ne voulait dire à l'autre que ce qu'il avait fait était pas bon. Alors que nous, on se l'est beaucoup dit. Est-ce que le fait d'être 3, c'est justement pour qu'il y ait toujours une majorité quand il faut faire un choix? Ouais. Alors, il y a déjà, ça, je me suis aperçu que, que faire du co-scénario à 2 ou à 4, c'est pas possible. Il faut à tout prix qu'on ait un chiffre impair pour pouvoir prendre des décisions. Et puis, j'ai annoncé la couleur dès le départ, vu que c'est moi qui ai eu l'idée de l'histoire principale, de l'histoire du tome 1 et de l'univers et de la série. C'est moi le chef. Ok. Voilà. Ça, donc c'est à la clair. fin, quand il faut trancher, c'est moi qui tranche. Mais du coup, je tranche le moins possible, et toujours après avoir beaucoup discuté, avoir essayé vraiment de faire valoir encore une fois l'intérêt général, la politique à hauteur des 5 terres. Mais il y a des moments où il faut parce que sinon je vois dans quoi on pourrait s'enliser ou finir par être vraiment fâché, quoi. Tu leur dis pas en tapant du poing sur la table parce que c'est mon projet. Non, c'est pas bon. Ouais, je pourrais. Est-ce qu'il y avait dès le départ une volonté de vraiment de parler de politique au sein des 5 terres, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure que les plots, que les intrigues, les personnages se sont dessinés? Non, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul sur le premier cycle. Alors le deuxième cycle ne parle pas du tout de ça, mais le premier, c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, et ça déprimait Andoris, qui à chaque fois qu'on avançait et qu'on était en train de discuter et préparer le contenu d'un album, nous disait non, mais ça parle que de politique, ça me déprime, j'en ai marre. Mais finalement, Oui, parce qu'il y a des figures, il y a la prise de pouvoir par l'armée, il y a la révolte étudiante. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le théâtre de la politique dans tout ce qu'il peut y avoir de plus
de plus jouissif pour des scénaristes. C'est trahison, coup bas, meurtre, assassinat, c'est toutes ces choses-là. Pour nous, c'est un petit théâtre assez passionnant. Il y a une part de préparation et puis il y a une grande part d'improvisation. Moi, en tant que scénariste, j'ai besoin de... Alors, je pense que je ferais des choses un peu plus profondes et un peu plus structurées si je réfléchissais un peu plus avant, mais malheureusement, c'est pas dans ma nature et j'ai vraiment besoin, pour pas m'ennuyer et pour me sentir dans une écriture vivante, de pas prévoir beaucoup de choses à l'avance. Sinon, les 5 terres, c'est 30 bouquins, c'est 10 ans. Donc, si on commence à savoir ce qu'il y a au tome 28, je sais que quand je vais y être dans 5 ans, je vais plus du tout avoir envie de le raconter. En fait, il faut que je continue à me surprendre. Après, il faut quand même baliser un minimum. Parce que si on balise pas, ils vont nous attendre au tournant et à la fin... Mais je n'ai pas envie de parler ça m'inquiète déjà suffisamment maintenant. Est-ce que le ministère secret, c'est très écrit à l'avance? Ah non, ouais, là, on est dans un cas de figure très différent. Est-ce que vous pouvez pitcher juste avant qu'on en parle? Alors, le ministère secret, donc, on est dans le cas d'une série politique. C'est politique, oui, on peut dire. C'est une démarche assez différente parce que on est deux, mais moi, j'écris pas. Je dessine uniquement. Donc, c'est Johan Sfar qui fait le scénario. Et là, il est en freestyle total. Moi, je suis un des personnages. Donc, moi, Mathieu Sapin, c'est-à-dire que mon personnage que j'utilise dans des récits documentaires, là, se retrouve embarqué dans une fiction paranoïaque, complotiste, dans laquelle Johan aime bien ramener plein d'éléments à la fois de notre monde quotidien, donc des personnages connus. On va croiser dans le premier tome François Hollande, Sarkozy, Poutine, Trump et d'autres. Mais qui sont des agents, qui sait pas. Et donc le ministère secret part du principe que c'est une société secrète qui réunit les anciens présidents de la Ve République vivants, mais encore qu'on va voir qu'il y en a qui sont encore vivants alors qu'on pense qu'ils sont morts. Et donc ces anciens présidents sont là pour s'occuper des vrais problèmes. Des problèmes réels qui menacent la France, comme les attaques de reptiliens, d'extraterrestres, des ninjas complotistes, etc. Et donc moi je me retrouve embarqué là-dedans, à mon corps défendant, et c'est très amusant parce que Johan s'amuse à détourner ce que je m'efforce de raconter dans mes récits documentaires, et là il utilise cette matière pour alimenter des histoires complètement barrées, et on s'amuse beaucoup. Mais oui, en effet, je pense que, je suis pas dans sa tête, mais je pense que il y a beaucoup de lâchage et beaucoup d'impro. Ouais. Connais Hollande, le ministère secret? Oui, bien sûr, je l'ai donné. Qu'est-ce qu'il en pense? Écoute, il a bien réagi. Il en a même parlé sur France Inter ou dans le journal télévisé de la 5e. Donc, faut que je donne Respublica à Emmanuel Macron si je veux. Voilà. Si je veux qu'il en parle. Il te reste plus qu'à rencontrer Albert de Monaco pour savoir s'il est content d'être un méchant. Voilà. On va parler un peu de technique maintenant. On a déjà beaucoup parlé des personnages. On va parler des dialogues. Comment vous faites pour vous assurer qu'un dialogue sonne juste? Là, c'est cuisine. Moi, j'ai pas de technique, j'ai pas de recette, j'ai rien. Je les lis pas à voix haute, si c'est ça la question. Alors, je ne lis pas mes dialogues à voix haute, je ne les joue pas. Mais par contre, je sais que une fois que j'ai fini d'écrire un découpage, c'est-à-dire une brève description des cases et puis le dialogue, je le laisse reposer, et ce document que j'ai depuis toujours, depuis que je fais du scénario, je le fais toujours très en amont, c'est-à-dire au moins 1 an avant que le dessinateur travaille dessus, quand je peux. La plupart du temps, je le relis au moins 10 fois, en ne lisant que les dialogues et tout ce qui accroche la langue, tout ce qui m'écorche sur un mot, un verbe, une virgule, un adverbe mal placé. Et je polis ça, je le refais au moins, quand un bouquin sort, je l'ai relu au moins 10 fois, minimum. Est-ce que ton expérience d'éditeur, qui a l'habitude de relire aussi le travail des autres, t'aide particulièrement dans cet exercice? J'ai du mal à avoir du recul sur ce que... Je sais ce que m'a apporté mon travail d'éditeur du point de vue de mon approche des projets, ma compréhension du marché de la bande dessinée, ma compréhension des enjeux, du placement d'un livre, de la réflexion en amont. Mais par contre, sur le travail technique, là, j'ai du mal à avoir du recul là-dessus. Donc, non, c'est vraiment... au bout de 32 ans, il faut quand même que j'ai appris 2-3 trucs quand même dans mon métier, quoi. Donc, je suis loin d'être un très bon scénariste, mais je sais que sur les dialogues, c'est pas mal. Mais c'est vraiment à l'usage, à l'expérience. Et c'est vraiment ça, cette espèce de relecture. Je me mets dans un espèce d'état assez particulier qui est celui de la personne qui lit la BD, mais sans les dessins. J'essaie de la lire d'une traite, avec tous les dialogues, et de voir comment s'enchaîne. Il faut que ça coule, que ça coule, que ça coule. J'attends pas, si tu veux, que le dessinateur soit passé par là et placé et fait un premier storyboard, même si à ce moment-là, je relis encore. Et il y a encore des changements, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait le livre. Mais il n'empêche que voilà, c'est une espèce de relecture perpétuelle, et il faut vraiment qu'il y ait un moment où je finis de le relire et que tout soit passé sans que j'ai le moindre accent, la moindre virgule à retoucher, quoi. Et toi, Mathieu? Il y a évidemment une distinction entre les récits réels qui se passent
Donc c'est des récits documentaires où là aussi finalement il y a une forme d'écriture parce que les dialogues sont systématiquement des dialogues que j'ai entendus parce que ce qu'on n'a pas dit au départ mais c'est que ces récits-là, moi comme je me mets en scène, je m'efforce de raconter les choses telles que je les ai compris ou vues. Donc les dialogues sont a priori des dialogues que j'ai soit notés, soit éventuellement enregistrés, ça peut m'arriver. Mais je vais quand même nettoyer parce que il y a des choses, des hésitations, des choses qui passent plus ou moins bien, mais je vais essayer de pas les transformer, enfin d'être le plus fidèle possible. C'est assez intéressant comme écriture parce que tu rends le réel, enfin c'est comme quand tu fais du montage quoi, le réel plus facile plus digeste quoi. Et sinon quand je fais du récit de fiction, ce que je trouve difficile c'est que chaque personnage ait sa propre voix par exemple. Quand on lit tes BD, souvent justement quand on sait que c'est des choses qui sont tirées de vraies choses que tu as vues ou des choses que des gens ont vraiment dites, moi je trouve qu'il y a toujours beaucoup de justesse. On a l'impression que c'est très fidèle, que ça prend, enfin, qu'il n'y a pas de jugement et que c'est vraiment, ça tient pas non plus à servir la personne, mais ça tient pas non plus à la détruire. Et d'ailleurs, on le voit dans la disparition dans le film, à un moment donné, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un personnage assez truculent. Voilà. On le voit, il y a une petite séquence où il relit et parce qu'il veut vérifier, gros, comment il lui-même paraît dans la BD. Et il dit juste, c'est juste. On sent pas il y a pas de c'est pas bien, et en fait il peut accepter même ce qui pourrait être dévalorisant, mais tant que c'est juste, c'est ça, c'est surtout ça. Ça j'ai observé ça, quand tu décris quelqu'un, même si c'est pas pour décrire des choses positives, du moment que c'est pas malhonnête, j'ai jamais eu de vraiment de réaction. Enfin, j'ai eu des réactions de gens qui étaient un peu au départ sur la défensive, mais qui après avec le recul reconnaissent que voilà que c'est il y a une forme d'honnêteté dans la manière dont je raconte le truc. Mais est-ce qu'ils sont aussi un peu contents aussi des fois de devenir un personnage de bande dessinée? Oui, Julien Drey dans le film qui dit moi je suis Obélix. On sent qu'il y a un petit plaisir aussi. Ça, bien sûr, mais même si tu prends Quai d'Orsay, tu vois, de Villepin, je crois qu'il est ravi d'avoir une BD et qu'il le montre comme un gros taré, mais qui a été beaucoup lu non, les gens préfèrent qu'on parle d'eux plutôt en mal que pas du tout, quoi. Donc ça, c'est très bizarre. Ouais, moi j'envoie le livre à tous les gens qui sont dedans dans Res Publica, pas les hommes et les femmes politiques, mais tous les gens qui m'ont servi de témoins, donc dont on a cité des journalistes, des philosophes, des sociologues, etc. Et donc la plupart, j'essaie de trouver leur contact, je les contacte, je leur écris, je leur dis bonjour, vous êtes dans notre livre, je voudrais vous l'envoyer. Et j'ai que des retours de gens très contents, ou très surpris, qui me disent mais qu'est-ce que je fais dans votre bande dessinée, et qui après le reçoivent, ils disent ah bah c'est cool, je me suis vu, et c'était voilà, et ils sont à peu près tous personne m'a insulté en tout cas pour l'instant. La bande dessinée elle revient de loin aussi dans le champ culturel. Enfin là, les gens dont je parle hier, j'ai reçu un message de Chantal Jacquet qui est philosophe et professeur de philosophie à la Sorbonne, donc elle aurait pu me dire écoutez vous êtes gentil mais qu'est-ce que c'est que ces petits Mickey, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, mais pas du tout. Elle était ravie et puis et ça, je pense que ça dit quand même pas mal de choses de où on est la bande dessinée dans le champ culturel français aujourd'hui en 2022 quoi. Et ça n'a pas sans doute pas été le cas il y a 10 ou 20 ans. Et tu fais bien de préciser français parce que c'est quand même un phénomène très très local. Hein. Ah, totalement. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent, enfin sorti de la Belgique, de la Suisse bien sûr, mais non, il y a une vraie spécificité. Hein, mais c'était je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les dialogues. C'était moi, j'ai quand même été confronté, aussi étonnant que ça puisse paraître dans Res Publica, au dialogue, puisque j'ai donc reproduit les paroles de gens et parfois des paroles les plus longues, c'est celle d'Emmanuel Macron. C'est parfois des discours, mais c'est aussi parfois des moments où il parle avec des gens. Il y a une époque où il parlait avec des gens dans la rue. Après, il y a eu les gilets jaunes. Subitement, ça a été fini c'était terminé. Il n'y a plus eu de contact. Et puis après, il est revenu. Et il a pris une gifle au passage. Et c'était très intéressant de me rendre compte qu'à chaque fois que j'étais face à parfois il y a des moments, parfois j'ai des enregistrements, ça dure 20 minutes, hein, il parle avec des gens, c'est assez long. Et quand il est avec des gens, entre guillemets, du peuple, il abaisse son niveau de langage très fortement. Et ça, je l'ai remis on l'a mis dans la bande dessinée. Il fait des fautes. Il parle pas bien, comme on pourrait le dire, il parle mal. Et ben dans la BD, je l'ai fait parler comme il parlait en fait. Mais c'est aussi une question qui m'a traversé. Je me suis dit qu'est-ce que je fais dans les retranscriptions de paroles des gens, parce souvent quand on parle comme on est en train de le faire maintenant, on commence une phrase, on la finit pas, on change d'idée en cours de chemin, on fait une erreur, on revient en arrière. Moi, je fais un bouquin, donc il faut quand même qu'il soit agréable à lire. Et donc j'ai essayé, donc tous les gens que j'ai cités, j'ai retouché par-ci par-là, j'ai enlevé une répétition. Enfin, mais en gardant vraiment le plus proche du sens. Et par contre, dans le discours politique, là, non, j'ai été impitoyable. J'ai mis exactement ce qu'ils avaient dit mot pour mot. Mais en même temps, je trouve ça juste. Enfin, je veux dire, ils sont dans un exercice public, c'est leur problème. Hein. Oui, et puis il y a le risque qu'on t'accuse de manipulation si tu modifies trop. Oui, alors, je sais pas si je devrais le dire, mais la personne qui s'est occupée des corrections orthographiques de notre livre a retouché un discours d'Emmanuel Macron. Ah. Heureusement, je m'en suis aperçu. Et alors non, on ne retouche pas les citations, s'il vous plaît. C'était assez amusant.
Alors, quelle est la dernière bonne histoire que vous ayez lue, vue ou entendue et pourquoi? Bah écoute, moi j'ai une bande dessinée là que j'ai lue hier soir, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Michel, la fin, les moyens, tout ça, de Pierre Morel. C'est une bande dessinée donc aux éditions L'Employé du mois. Et pourquoi j'ai aimé? Parce que ça a l'air très anecdotique. Donc moi j'ai pas lu les autres albums de cette série, c'est une série, mais j'ai lu que celui-ci. Mais donc Michel, c'est un espèce de bon vivant qui vit, je pense, dans le Languedoc, dans un petit bled, et avec sa nana. Il a l'air un peu anard comme ça, évident, à la campagne. Et puis il est vaguement journaliste, mais un peu branleur. Ça me fait penser d'ailleurs à la figure de Gaston Lagaffe, parce qu'il y a aussi, il a un copain qui fait des inventions. Et puis sa vie commence à être compliquée parce que le village dans lequel il habite fait l'objet d'un détournement. La route devient l'axe principal pour convoyer des yachts de luxe qui passent, qui sont fabriqués sur la côte atlantique et qui viennent en Méditerranée. Et donc ça fout le bordel dans le village et il part en guerre contre ça. J'en dis pas plus. Mais donc la manière dont c'est raconté, c'est très bien foutu parce que au départ, t'as l'impression que c'est très des petites choses, c'est des discussions qu'il a avec ses voisins. Enfin, t'as l'impression, pendant quelques pages, tu te demandes mais où ça va. Et peu à peu, et ben en fait, c'est au service d'une espèce de polar qui est super bien foutu. Et toi, David? Alors moi, c'était American Crime Story, c'est la 3e saison, qui s'appelle Impeachment, qui est consacrée à l'affaire Monica Lewinsky. Voilà. American Crime Story, c'est une série brillante. La saison 2, moi, c'est certainement une des meilleures séries que j'ai jamais vues de ma vie, qui raconte l'assassinat de Gianni Versace. Et d'un point de vue, alors, je suis uniquement sur le point de vue scénaristique, hein. Moi, je suis un passionné de plus en plus de dramaturgie, donc je regarde vraiment le travail scénaristique. Et la saison 2, autour de l'assassinat de Gianni Versace, était complètement hallucinante, puisque c'est une histoire qui est racontée à rebours. C'est-à-dire qu'au début, on a la fin, on voit Gianni Versace se faire tuer, on sait par qui, donc il n'y a plus de mystère. Et ensuite, on va remonter dans le temps le fil de la vie du tueur et de sa relation avec Versace, etc. Et on recule, et à chaque épisode, on se dit, mais il n'y a plus rien à raconter. Et il creuse, et il y a tout le temps à raconter, et c'est vertigineux, et c'est une écriture incroyable. Et la saison 3 est aussi brillante, donc elle raconte Monica Lewinsky et Bill Clinton, donc tout le monde connaît l'histoire, mais surtout, elle est traversée par un personnage que moi, je connaissais pas du tout, que les Américains connaissent bien, qui est Linda Tartt. Ah oui, qui est celle qui l'a manipulé un peu. Voilà, absolument, et qui travaillait à la Maison, au début à la Maison Blanche, puis au Pentagone, et qui est un personnage incroyable, qui est avec une prestation d'actrice qui est complètement folle, mais surtout voilà, une profondeur d'écriture. C'est intégralement, je crois que cette saison a été intégralement écrite par des femmes, et il y a une finesse d'écriture. C'est vraiment un modèle, quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et qu'est-ce que tu penses de, par exemple, True Detective? J'ai détesté. Parce que moi, c'est ça, la première, j'avais beaucoup aimé, puis il y a la deuxième moins, et la troisième, il y a un truc d'écriture où t'avais l'impression qu'ils avaient tout balancé dans les 3 premiers épisodes, et puis qu'après, t'as un délitement. J'avais oublié ce naufrage, j'ai tout détesté, tout intégralement. Même la première saison? À tout. Cette espèce de mystique, à la fin, c'est comme ils ont arrêté le tueur parce qu'il s'était mis de la peinture verte sur les doigts, si je me souviens bien, ça c'est dans les oreilles. C'était complètement, quand on mettait le scénario à plat, c'était complètement con. Et puis il y avait ces vieilles histoires de vieux mecs de 60 balais moches dont tombent amoureux des filles sublimes de 25 ans. Enfin, je veux dire, arrêtez les gars, quoi. Allez vous pendre avec vos conneries. Non, c'était insupportable. Quel est le scénariste que vous admirez par-dessus tout? Moi, par exemple, quand j'étais gamin, c'est très très bateau, hein, je suis désolé, mais Van Hamme, moi, tu vois, j'étais fan de Torgal ou le grand pouvoir du Schnickel ou quoi, et je me souviens que c'est une des premières fois où je me suis dit, ah ouais, c'est vachement bien écrit, c'est histoire. Enfin, j'adorais le dessin, mais j'avais la conscience qu'il y avait une écriture derrière, qui était pas la même conscience que quand je lisais Tintin par exemple, ou les Schtroumpfs, ou les scénarios de Goscinny. Tu vois, Goscinny, je voyais l'efficacité et je prenais beaucoup de plaisir à lire Astérix ou Lucky Luke ou autre, mais je réfléchissais pas à qui avait écrit ça, et ça m'est apparu plus, je te dis, avec Torgal et le grand pouvoir du Schnickel. Donc je vais pas dire que c'est le plus grand scénariste pour moi, mais c'est qui t'a marqué. Un souvenir qui est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tiens, il y a une démarche, et moi qui aime la BD et qui ai envie d'en faire, ça me questionne. Ah bah moi c'est Alan Moore comme tout le monde, hein. Mais voilà, mais c'est parce que tout Alan Moore, ou il y a des œuvres particulières? Ah ouais, non, mais moi tu me parles du scénariste, donc voilà, c'est lui. Non, j'aime pas du tout tout ce qu'il a fait, mais c'est juste que c'est lui qui m'a donné envie de faire de la BD. C'est même lui qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait de la bande dessinée. Mais c'est exactement ce que disait Mathieu, c'est que moi j'ai lu de la BD gamin, mais sans intérêt particulier. C'était anecdotique, comme je lisais autre chose, et puis je m'en foutais. Et c'est le jour où j'ai lu donc V pour Vendetta, et j'avais 18 ans,
que je me suis non seulement aperçu que la bande dessinée, ça pouvait être ça, mais que je me suis aussi dit, mais il y a quelqu'un qui écrit, il y a un nom, et il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire, à moi en particulier. Et là, je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie qu'il y avait un scénariste. Avant, je m'en fichais complètement de ce qu'il avait écrit sur le livre. Et donc, c'est lui, et c'est le meilleur pour moi. Mais il a changé ma vie, indépendamment de sa volonté, mais et aujourd'hui, ça reste encore la grande figure tutélaire, quoi. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais c'est intéressant aussi, Alan Moore, parce que je trouve qu'il y a un rapport au dessin qui est particulier. Après, c'est mon point de vue français, mais les dessinateurs de ces séries me semblent moins intéressants que ces scénarios. Et ou en tout cas, ils sont vraiment au service du scénario. Souvent, tu vas vers une bande dessinée d'abord par le dessin, parce que c'est le dessin qui t'attire. Et Alan Moore, il y a ce truc particulier où t'es attiré par l'histoire. Je pense pas que tu dis trop bien les dessins, et bon, voyons ce que ça raconte. Peut-être sur Watchmen, c'était plus facile d'accès, peut-être avec un... Ouais, mais le dessin, il est super efficace, il est vachement bien foutu, mais il est pas séduisant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas un truc, il y a pas une démonstration, il est au service vraiment de l'histoire. Ouais. Moi, j'ai un souvenir assez parlant à ce propos, c'est que quand je suis arrivé dans le studio de dessinateurs dans lequel j'ai fait mes premiers pas à Rennes, qui s'appelait le studio Hatchoum, dans lequel il y avait beaucoup de dessinateurs qui sont devenus professionnels. J'ai ramené mes V pour Vendetta et ils voulaient pas aucun d'entre eux voulait, ils étaient dessinateurs, ils disaient c'est affreux. C'est moche ton truc, c'est tout gris. Surtout les premières dessiné. Impressions qui étaient un peu palotes. Et personne voulait. Et moi j'étais là, mais c'est génial. Et eux ils disaient, mais alors, on veut pas lire ça. Et eux ils étaient en effet dans la bande dessinée, ils étaient dans, Van Damme, ils étaient Torgal, enfin toute cette génération. Et moi je leur disais non, mais ça m'intéresse pas vos trucs. Donc c'était vraiment voilà. Mais il y a quelques années, j'ai eu la chance d'interviewer Alan Moore et on parlait de Fromel et on parlait de cette question-là du fait que le dessin d'Eddie Campbell est quand même pas hyper accessible. Et il m'a dit oui, avant que ça soit un succès, on a coulé 8 maisons d'édition. Donc, Mad Love, oui, sa maison à lui. Quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu? Alors moi, ça va aller vite, j'en ai jamais reçu aucun. Même Truby, il t'a pas donné le conseil? Il m'en a pas donné personnellement. Collectivement, il m'en a donné beaucoup, mais à titre personnel. Si, il y a un truc dont je me souviens très bien, parce que je le ressors souvent dans nos discussions. Alors c'était John Trouvier, ça ne m'était pas destiné à moi. Mais c'est très intéressant, et il disait toute scène d'action ralentit l'histoire. Et ça, j'essaie de pas l'oublier, et je trouve que c'est très très juste. Sauf quand la scène d'action est l'histoire, par exemple dans Mad Max. Sinon, ça va nous donner un film de 2 minutes. Mais c'est très vrai. Et je sais que moi, c'est une erreur de mauvais scénariste de genre que j'ai pu faire pendant des années, de prendre 6 pages dans une histoire pour raconter les mecs qui se tapent dessus, alors que franchement, j'aurais mis 3 cases. Mon histoire, elle aurait été plus riche et elle aurait mieux avancé, elle aurait plus avancé, quoi. Ouais, c'est un peu un des travers qu'on retrouve surtout là récemment dans les films Marvel, où des fois il y a 45 minutes de scènes d'action, ou dans Transformers, qui nous sortent en fait de l'histoire et qui ralentissent sous prétexte de créer de l'entertainment, en fait, lasse le public. C'est probable, mais je te crois sur parole, mais moi je suis allergique aux super-héros d'une manière générale. Et toi, Mathieu? Moi, j'ai lu Écriture de Stephen King, qui a un livre très accessible et très intéressant sur sa manière d'écrire. Je suis pas du tout un grand fan ni un grand connaisseur de Stephen King. J'ai lu peut-être un bouquin de lui ou deux. Mais ce livre-là, donc Écriture, il explique, c'est un peu autobiographique, et il explique aussi comment il écrit. Et dedans, il y a plein de conseils vraiment parlants, je trouve, dont un qui m'a fait penser à ce dont tu parlais tout à l'heure. Il dit, alors lui, il a une discipline. Il écrit un roman, bon, en général, pas d'une traite, mais enfin, il suit son cours, et puis, une fois que c'est terminé, il prend le roman, si je dis pas de bêtises, et il le met dans un tiroir d'un meuble, et il passe à autre chose, et il attend 6 mois, je crois, ou 1 an. Et 1 an après, donc il a fait d'autres choses, et 1 an après, donc il sort le roman en question, et il le relit, et là, évidemment, il voit plein de choses qu'il n'avait pas vues à ce moment-là. C'est plus facile à faire quand t'as les moyens de Stephen King, je pense. Non, c'est une question de discipline. Parce que ça c'est pas une question d'argent. Tu veux dire que pendant ce temps-là, il faut amorcer un petit peu la machine. Oui, non, mais si tu t'y prends 1 an plus tôt, et puis voilà. Ouais, mais au départ, quand il avait du mal à faire bouffer sa famille, je pense qu'il il avait sans doute plus de mal à le faire. Mais après, il peut, donc. Pour le coup, je pense, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas, ça nécessite pas des moyens non plus. Tu vois, c'est une espèce de. Mais ça me parle. Moi, j'arrive pas du tout à le faire parce que j'ai les si contraintes. T'attends 1 an en plus, l'actualité va avancer. Non, mais je le fais de façon différente. C'est-à-dire que par contre, je vais prendre du temps maintenant. J'ai ce luxe, par exemple, de demander à mes éditeurs de pas me donner de date de sortie.
et donc de prendre le temps qu'il faut pour faire un livre. Et Bah là, sur la campagne présidentielle, t'as une date, non? oui, là c'est une exception, mais il y a des livres que j'ai mis 3 ans, 4 ans, 5 ans à faire et qui seraient très différents si j'avais dû les faire. En général, c'est 1 an ou 2 pour une BD. Et toi, David, est-ce qu'il y a un bouquin aussi qui est référence? Peut-être celui de Truby ou peut-être pas? Aucun. Je sais, j'arrive pas à les lire. Je m'endors au bout d'une page. Je suis incapable de lire un je me livre de théorie souviens sans m'endormir. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec toi et d'autres collègues directeurs de collection chez Delcourt et que tu disais, moi, je veux pas lire ça. Et finalement, t'as quand même été faire le stage de Truby. mais Est-ce que j'étais tu là. peux peut-être dire à ceux qui résistent, parce que souvent, les réticences des gens, c'est de dire, ah, mais moi, je veux pas qu'on me donne une méthode parce que ça va me cadrer tellement que ça va me casser toute créativité. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça t'a apporté, toi, Donald? Je vais déjà leur dire, vous avez le droit d'être con puisque je l'ai été moi-même longtemps. Donc, non, moi aussi, j'ai longtemps cru que c'était ça et je voulais maquiller, trouver, etc. Je voulais pas en entendre parler. Moi, j'avais tort. J'avais tort et en même temps, il y a un temps pour tout. Peut-être que jeune scénariste, ça aurait pu me mettre des trucs dans la tête et maintenant, je pense que j'arrive à prendre ce qui me sert et à laisser le reste et je suis pas complètement façonnable, impressionnable par ce que je lis. Mais j'avais vraiment tort parce qu'en fait, il faut le prendre pour ce que c'est. D'ailleurs, Troubi le disait lui-même. Hein, il disait c'est une boîte à outils. Donc, vous prenez ce que vous avez envie, vous laissez ce que vous avez envie. Et je propose des choses. Il y a des modèles, il y a des règles, etc. Et puis, si vous voulez prendre le truc à l'envers, si vous voulez finalement le saboter en faisant exactement tout est possible. En fait, il donne les moyens de penser son récit. Or, moi, j'ai longtemps travaillé sans penser. C'est pas de l'analyse, c'est une manière de le remettre en question. C'est assez difficile. En tout cas, moi, j'ai pas les mots pour l'expliquer. Et autant dans un livre, je trouve ça compliqué parce qu'en effet, un livre ressemble à une méthode quand même. Autant j'invite tous ceux qui peuvent le faire, et parmi nous, tous les gens qui sont auteurs et qui cotisent pour la formation professionnelle et qui ne le savent pas, qu'il y a de l'argent qui les attend, parce que moi, j'ai fait la masterclass, elle a été financée par l'AFDAS, parce que je cotise depuis 30 ans pour ça, donc c'est normal. N'hésitez pas à le faire parce que vous allez en sortir enrichi et vous allez forcément apprendre des choses. Et c'est vraiment ça, c'est une boîte à outils. Moi, je publie quelqu'un, je ne vais pas dire qui c'est parce que je ne suis pas sûr qu'il ait envie, mais qui utilise la méthode Troubi pour écrire c'est une série qui marche très très bien. Mais il le fait comme un exercice, il n'est pas convaincu que c'est comme ça et pas autrement, mais il a décidé de l'appliquer et ça lui sert vachement dans son écriture au quotidien et pour résoudre ses problèmes. Il retourne toujours dans le bouquin, il retourne dans les notes qu'il a prises pendant la... Et puis voilà, vous pouvez utiliser... Pardon, c'est en anglais la masterclass? Ouais, c'était en anglais. Ouais. Mais il y a une traduction. Il y avait une traduction. Ouais. Et puis, mais lui, ça lui sert vraiment. Mais c'est vraiment, vous repartez avec une boîte à outils et dedans, vous pouvez tous les prendre. Vous pouvez en prendre un seul, ou vous pouvez en prendre un à un moment pour une scène ou pour un récit, pour un moment de votre bouquin. Donc, il faut être plus souple. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de résistance. Je crois que c'est l'ami Davodo l'autre fois qui avait fait un statut Facebook pour dire que bon, c'était vraiment pas bien de faire ça. Et puis moi, j'ai un autre scénariste que je vais pas citer, mais qui est assez expérimenté avec qui je travaille, à qui je raconte un jour ça, Masterclass Troubi, et il me laisse parler. Puis au bout d'un, il me regarde et il me dit, mais David, on n'a pas besoin de ça. Et j'étais là, en fait, si, enfin, moi, j'en ai bien besoin. Et toi aussi, d'ailleurs. Voilà. Bon, je crois que ça sera notre mot de la fin. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de La Machine à écrire. On remercie une nouvelle fois nos invités pour leur confiance et leur temps. Et on vous remercie pour votre écoute et vos retours. Et un grand merci à Mister Coulon pour la musique d'introduction que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Mister Coulon. Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast et de nos invités, vous pouvez nous suivre sur votre réseau social préféré. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, à voir ou à écouter. Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires, on sélectionne tout ça avec amour. Que du bio. Cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes du podcast. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Pour nous soutenir, n'hésitez pas également à parler de La Machine à écrire autour de vous, à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de nous faire grandir. Et si vous avez une minute, vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. C'est très utile pour nous. On vous souhaite des récits politiques bien plus satisfaisants que ceux qui nous entourent. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Au revoir.